tous. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ici. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 20e webinaire de notre série Parlons savoir et faire à destination des entreprises du réseau de l'Institut national des métiers d'art, à savoir les entreprises fabricantes EPV, entreprises du patrimoine vivant, et les métiers d'art. Notre sujet aujourd'hui sera celui de la création de la valeur durable. Création de valeur durable comme levier d'attraction pour les entreprises au savoir-faire d'excellence. Après des années où l'objectif de croissance exclusivement financière faisait loi, aujourd'hui, on est face à des défis environnementaux, sociaux, qui nous amènent à considérer une croissance plus responsable. Les entreprises du patrimoine vivant sont par essence plus vertueuses que les entreprises classiques sur ces sujets, mais elles gagnent toujours à mettre en valeur leur démarche. Afin de pérenniser son activité et transmettre ses savoir-faire, une entreprise doit se distinguer auprès de plusieurs acteurs tels que les clients, les talents, les financeurs. Et c'est dans ce cadre que les entreprises du patrimoine vivant et les métiers d'art doivent s'appuyer sur un atout majeur, leur valeur. Mais alors, comment bien articuler cette création de valeur pour valoriser son entreprise? Nous recevons aujourd'hui deux invités qui accompagnent les entreprises souhaitant se pencher sur ces problématiques de la valeur durable et du capital immatériel de l'entreprise. Nos intervenants aujourd'hui sont François Naudin de N+ Formation, qui est expert des sujets de gestion des ressources humaines et plus particulièrement de transmission et de pérennisation des savoir-faire pour les entreprises fabricantes. N+ Conseil permet à l'entreprise d'améliorer sa performance grâce à une analyse simple de votre structure organisationnelle et managériale, qui engendre une prise de hauteur pour affirmer votre stratégie, repenser ou consolider votre modèle. Nous avons également à nos côtés Ariane Favier d'Holloway, consultante en conduite du changement, qui accompagne les dirigeants à structurer leur organisation, à dynamiser les équipes, à ancrer différenciation et compétitivité dans le long terme. Elle aide les entreprises à déployer la notion de valorisation intégrale dans leur organisation. Elle a notamment développé un outil qui permet d'évaluer l'ensemble des actifs immatériels d'une organisation au travers de 3 indicateurs, le capital humain, le capital relationnel et le capital structurel. Durant ce webinaire, nous aurons aussi le témoignage d'Adrien Sfessi, qui est président de la société Horstil. La maison Horstil est un groupe familial 100% français, avec plus de 45 ans d'expérience dans la fabrication de solutions d'éclairage haut de gamme. Je vous propose de débuter ce webinaire, Ariane et François. Dans un premier temps, pourriez-vous nous définir la valeur durable en nous disant ce que cela comprend et ce que cela ne comprend pas? Oui, bonjour à tous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Camille. Écoutez, bon, alors déjà, on est ravis, François et moi-même, de vous rejoindre sur ce webinaire. Alors, je peux démarrer, François, si ça te va. Bien sûr, avec plaisir. La valeur durable, si vous voulez, c'est effectivement, comme le disait Camille, sortir un petit peu de cette logique de pilotage d'indicateurs, de ratios uniquement financiers, tangibles évidemment, et considérer des signaux faibles en lien avec l'humain, en lien avec l'environnement, en lien avec le sens. C'est effectivement avoir une valeur financière, mais aussi extra-financière. Voilà, super, on a le bon slide. C'est se questionner sur comment rendre pérenne notre outil. Ça, François y reviendra, notre outil de service, de production, nos savoir-faire, et puis la façon de fonctionner avec les différentes parties prenantes, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes, donc les collaborateurs, les partenaires, les fournisseurs, le territoire, tous ces éléments-là qui, de toute façon, sont présents au sein d'une entreprise, mais comment sont-ils analysés, pilotés et autres? Généralement, c'est un petit peu fait de façon intuitive, alors que c'est aujourd'hui crucial parce qu'on a des enjeux socio-environnementaux de recrutement, d'implantation, de singularité que tout le monde rencontre. Et donc, créer de la valeur durable, en tout cas, à mon sens, c'est considérer effectivement des signaux faibles pour s'adapter, pour être cohérent avec le contexte qu'on a, et ce n'est pas du tout figé.
un bilan financier, bon voilà, est figé, les chiffres vont changer d'une année sur l'autre, mais les façons de le calculer, de le piloter, bon, bah, c'est toujours la même chose. Votre expert comptable sait très bien le faire. Piloter la valeur durable, la faire fructifier, bah, c'est beaucoup plus mouvant. Moi, je vais rajouter un petit peu ma définition de valeur durable. C'est la question que l'on peut se poser, comment créer de la valeur dans l'entreprise pour assurer sa pérennité. On a vraiment bien cette notion de valeur, de valorisation, mais en même temps de pérennité. C'est important de le prendre en considération. Cela rejoint évidemment une notion de stratégie à court et moyen terme, en tenant compte des sujets bien évidemment du moment, à savoir les critères ESG, qui définissent la notion d'engagement environnemental, social et sociétal et de gouvernance. C'est un réel projet à mener justement pour anticiper ce que sera fait demain et répondre aux besoins aujourd'hui des collaborateurs par rapport à ces sujets que je viens d'exposer. Pourquoi s'intéresser à ce type de projet, à ce type de sujet? Évidemment, quand on est confronté à une transmission d'entreprise, quand on souhaite mettre en place une stratégie pour pérenniser les activités, et surtout comment recruter et attirer les talents aujourd'hui, qui est une réelle problématique. Et puis, bien évidemment, solliciter des levées de fonds pour assurer une trésorerie et assurer un déploiement et une pérennité de l'entreprise. Un exemple, j'accompagne des entreprises, notamment des entreprises du patrimoine vivant depuis quelques années, et on est souvent confronté à cette notion de transmission, et notamment de transmission de l'entreprise dans un contexte familial. Et se pose toujours la question en disant, mais combien vaut mon entreprise? Comment je peux la valoriser? Et on en revient à cette notion de savoir-faire qui existe, sur lequel on s'est toujours basé, et de l'anticipation avec le repreneur qui va se dire, mais est-ce que je suis sûr de mes activités dans les années qui viennent? Comment je peux consolider et valoriser ce que les anciennes générations ont pu préserver et encourager. Merci François. Et là, on est vraiment obligé de s'intéresser justement à ces notions de valeur dans l'entreprise. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, peut-être Ariane, vous pouvez nous dire comment le fait de s'intéresser à son capital immatériel peut être un levier de performance? Oui, bah là, en fait, le capital immatériel, il représente l'ensemble des actifs d'une organisation qui, du coup, bah, par définition, sont pas matériels et ne sont pas financiers. Donc, ils sont souvent exclus du bilan de l'entreprise. Les deux seuls actifs immatériels que la comptabilité aujourd'hui arrive à intégrer et à valoriser sont les brevets et les marques. Mais on en a beaucoup d'autres. Et ces actifs immatériels sont créateurs de valeur, ils sont distinctifs, ils sont pérennes. C'est l'essentiel, c'est ce qui fait l'âme, c'est ce qui fait le sens au sein d'une entreprise. On a quand même la Banque mondiale qui a défini que 86% de l'économie française est immatérielle. Donc, c'est bien qu'à un moment donné, on doit s'y intéresser. Pour essayer de vous les faire un petit peu matérialiser ces immatériels, on va dire que vous avez donc des actifs matériels, vos bâtiments, votre stock, vos véhicules, vos bureaux, enfin voilà. Plus vous les utilisez, ces actifs matériels, plus ils vont se déprécier. Vos actifs immatériels, comme vos savoir-faire, les compétences, la culture d'entreprise, votre façon de manager, la dynamique d'innovation, ce qui fait du lien avec votre territoire, vos parties prenantes. Ça, ce sont donc des actifs immatériels et forcément, toute entreprise en a et travaille dessus plus ou moins consciemment. Il faut savoir que contrairement donc aux actifs matériels qui, plus on les utilise, se déprécient, s'érodent et perdent de la valeur, bah, les actifs immatériels, imaginez bien que les savoir-faire, les compétences, plus on les développe, plus on investit dans la formation, plus on structure, plus on en prend soin, plus on l'analyse, plus on le pilote, plus ça prend de la valeur. Donc,
ce sont vraiment des éléments qui aujourd'hui font la différence, surtout qu'on est dans un monde de plus en plus dématérialisé, avec surtout sur les EPV où on va avoir des savoir-faire spécifiques issus de l'expérience, des choses que l'on ne peut pas apprendre dans un bouquin ou sur les bancs de l'école. Et donc, je crois vraiment qu'effectivement, on reviendra avec François dans la deuxième partie de ce webinaire là-dessus, sur l'importance des actifs immatériels que peuvent être portés par les collaborateurs, que ce soit au niveau des compétences, des savoir-faire et autres, est crucial. Et effectivement, ça se pilote, on a des indicateurs et ça se travaille. Et plus on va les travailler, plus ils vont pouvoir créer de la valeur. Et ils sont de toute façon indispensables aujourd'hui, ils l'ont toujours été, mais ils le sont de plus en plus dans le monde dans lequel on est en train de rentrer depuis 10-20 ans. Ils sont indispensables pour être compétitifs parce que c'est vraiment le marqueur de singularité d'une entreprise. C'est ce qui va faire qu'elle va se différencier d'une autre, au-delà du produit ou du service qu'elle délivre. Et en plus, ça donne du sens. Ça donne du sens au niveau individuel comme collectif. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est ce qu'on pouvait appeler avant des signaux faibles. Bon, voilà, ça passait un peu en dessous des radars. Voilà, on a une bonne culture, on y est bien, c'est sympa, on a envie de travailler dans cette entreprise ou autre. C'était des signaux faibles, c'était pas forcément analysé, mais c'était expérientiel. On pouvait un peu en parler. Là, aujourd'hui, ça s'organise, ça se travaille et ça se pilote. François, pour compléter, peut-être que vous pouvez nous parler un peu de ce capital immatériel dans le contexte des enjeux de demain et de cette quête de sens au sein de l'entreprise. Oui, sans anticiper un petit peu les prochains slides, mais on va parler justement de cette notion de goodwill. Je pense que tu voulais l'aborder en disant, mais qu'est-ce qu'on met derrière le goodwill? Comment on valorise l'entreprise et comment justement on peut imaginer quelle est des valeurs ajoutées. Donc le goodwill, c'est déjà l'écart entre le prix d'acquisition d'une société et sa juste valeur en s'appuyant sur la difficulté à déterminer des données intangibles, justement que sont par exemple la mise en évidence du savoir-faire, de la marque, de la valeur, de la main-d'œuvre, entre guillemets. Et donc on va parler énormément d'humain, on va parler d'attractivité de l'entreprise. Bonjour Adrien. Et donc, la notion même de goodwill, c'est comment valoriser ces éléments demain qui ne peuvent être évalués financièrement, comme le disait Ariane, tels que la notoriété, le savoir-faire et la confiance des collaborateurs. Alors, on a malgré tout cela tout un tas d'outils qu'on va évoquer tout à l'heure qui vont nous permettre justement d'imaginer ou de consolider cette valeur de l'entreprise qui pourra lui permettre d'assurer sa pérennité dans le temps. Voilà, donc cette notion de goodwill, elle prend de plus en plus son importance pour justement estimer l'écart positif qu'il peut y avoir entre le patrimoine matériel et les valeurs immatérielles. Alors, on peut peut-être revenir du coup sur le périmètre fonctionnel de ces actifs immatériels. Je crois qu'il y a 3 grands volets. Ariane, oui, sur ce périmètre, peut-être la slide suivante. En fait, si on veut effectivement essayer d'avoir une vision globale, et aujourd'hui, on ne va pas parler de tous les actifs immatériels parce que c'est extrêmement dense, mais il faut comprendre que quand on parle de capital immatériel, il va être structuré en 3 grandes catégories. On va avoir donc le capital humain, qu'on peut qualifier de ce qui est dans la tête de vos collaborateurs, les compétences, les savoir-faire, toutes ces choses-là. Le capital humain, donc, il va concentrer l'actif collaborateur, les savoirs et le mode de gouvernance. Évidemment, parce que forcément, c'est ça la base. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et c'est là-dessus qu'on va plutôt échanger avec François aujourd'hui. On a également la partie, le grand pilier relationnel. Quel type de relations, quelle est la qualité des relations de l'entreprise avec ses partenaires, ses fournisseurs, ses actionnaires, ses donneurs d'ordre, ses clients, les jeunes diplômés, son tissu local, quelle est l'influence de la marque? Est-ce que c'est une marque fonctionnelle? Est-ce que c'est une marque qui est influente également? Enfin, c'est plein de choses qu'on va pouvoir mesurer. Et vous voyez, du coup, donc dans les rouages, en fait, il y a différents codes couleurs. Humain étant violet, donc gouvernance, collaborateur, savoir. Sur le capital relationnel, on va analyser les actifs de clients, marques, l'écosystème socio-environnemental et puis les relations avec les partenaires.
où on va avoir bien évidemment une grande partie dédiée à tout ce qui est RSE aujourd'hui. Sachant que la RSE, elle est en fil rouge, évidemment, dans toute analyse du capital immatériel. Quand on se pose la question, en fait, si on est dans une valeur durable ou pas, il y a aussi la question de savoir si on est dans un business, comment on fait des affaires. Est-ce qu'on est dans un business de prédation, court-termiste, comme il y en a eu énormément, ou est-ce qu'on est dans un business plutôt vertueux, où on va créer de la valeur, pas uniquement financière, mais pour les gens, pour le territoire, pour les consommateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui va être plutôt analysé dans le capital relationnel. Et puis on a le pilier structurel, où là, on va analyser, alors s'il y a un actionnariat, la qualité, la fiabilité de l'actionnariat. Est-ce que c'est un actionnariat typiquement business prédateur ou vertueux? Est-ce qu'on a un actionnariat dormant qui attend de recevoir ses dividendes, point barre? Ou est-ce qu'on a un actionnariat qui va être hyper dynamique, qui va contribuer justement à rendre vertueux et à faire profiter, et à faire évoluer l'entreprise. Il y a tout ce qui est système d'information, l'organisation, la façon dont les informations circulent. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur, quels sont les axes stratégiques qu'il est possible de redessiner à partir de la matérialisation de ces immatériels, justement? Vous avez parlé de la RSE, mais… Alors, le démarrage, c'est vraiment aujourd'hui stratégique. C'est pour être compétitif aujourd'hui dans un monde VUCA, c'est volatile, incertain, je ne sais plus quoi. Voilà, il faut vraiment, on est obligé de redéfinir sa stratégie en termes de business, de modèle d'affaires, pour se différencier des concurrents et pour faire rayonner sa singularité. Donc, le premier axe, au-delà même du goodwill qui vient après, et puis parce que c'est encore un autre sujet, c'est vraiment une réflexion stratégique. Où sont mes points forts, où sont mes points faibles? On peut avoir des points faibles qui sont, c'est pas très grave finalement, parce que en fonction de notre stratégie de qui on est, c'est pas là-dessus qu'on va le plus devoir travailler, mais c'est surtout renforcer ses points forts. On va avoir aussi dans les axes et les leviers stratégiques la possibilité, du coup, à partir de cette analyse-là, d'attirer, de fidéliser les talents. Donc là, ça va être tout ce qui va être renforcement marque employeur. François va faire un zoom là-dessus pour pouvoir mieux recruter, mieux fidéliser, faire monter en compétences, sécuriser les compétences clés issues de l'expérience, qui est quelque chose, un enjeu aujourd'hui crucial. On voit énormément d'entreprises où finalement des gens sont en fin de carrière et autres, ils ont des savoir-faire spécifiques. On en parlait avec François, reconnaître une panne à l'odeur, c'est quelque chose, à un moment donné, si vous ne l'avez pas transmis, votre outil de production est à l'arrêt le jour où la personne n'est plus là. Donc, on a vraiment des savoir-faire, des choses qui sont liées au travail réel des individus et qu'il faut pouvoir faire fructifier et sécuriser. Tout ce qui va concerner également les enjeux RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, ou les critères ESG, environnement, social, gouvernance, on fera un petit focus dessus. Voilà, parce qu'on a de toute façon une réglementation qui se durcit. Les entreprises, même de petite taille, vont devoir justifier auprès de leurs donneurs d'ordre, qui peuvent être très très gros, et c'est le cas dans certaines EPV, même pas mal, d'avoir des gros donneurs d'ordre, et de devoir justifier justement leur engagement réel et sérieux et fiable dans ces éléments-là. Donc ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir avoir. Et puis on va avoir, je crois que c'est à peu près tout. On a plein, mais tout ce qui va être compétitivité, tout ce qui va être, voilà. Si vous avez plus, oui. Très bien. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas, vous qui participez au webinaire, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions ou l'onglet chat. C'est avec grand plaisir que nous y répondrons à la fin de l'intervention de Ariane et François. Très bien. Il y a également donc ces grands leviers stratégiques que vous avez abordés, Ariane. Est-ce qu'on pourrait faire un focus sur ces leviers et parler de ces richesses cachées et de la manière dont on les révèle? Oui, on peut passer à la slide de suivante, s'il vous plaît, Maëlys. Là, vous avez, donc on est parti, vous voyez, du niveau macro de capital immatériel. On est redescendu dans les 3 grandes catégories humain, relationnel, structurel. Et là, vous voyez à l'écran, finalement, dans ces 3 grandes catégories, ce que cela va aller chercher comme indicateur. Donc, on voit par exemple sur la partie capital humain, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, le savoir-faire, les valeurs, tout ce qui est expertise, tout ce qui est compétences, management, qualité de vie au travail. On va mesurer l'engagement, tout ce qui est R&D, innovation, le mode de décision, la gouvernance.
Donc tous ces éléments-là, vous voyez, ils sont donc bien détaillés. Ça revient à ce que je vous disais juste avant. On va avoir donc les grands leviers stratégiques qui vont être l'attractivité de la marque employeur. C'est très compliqué aujourd'hui pour les entreprises, quelle que soit leur taille, de recruter. Ça, c'est un secret pour personne. On peut plus se permettre de faire la fine bouche comme avant, poster une annonce et avoir 20 candidats et choisir le mouton à 5 pattes finalement. Voilà. Donc, c'est une vraie réflexion aussi. François y reviendra sur ce qu'on appelle la GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en disant si j'ai une réflexion, si j'ai analysé mon capital immatériel, que je revois mon modèle d'affaires, que j'ai une réflexion stratégique, quelles sont mes compétences pour revenir justement faire un focus sur cette catégorie d'actifs immatériels, quelles sont les compétences dont j'ai besoin aujourd'hui, quelles sont celles dont j'aurai besoin demain, et donc d'affiner aussi la manière dont on va recruter les gens, ce qu'on va leur proposer, comment on rayonne à l'extérieur, ce qu'on met en avant, et d'avoir quelque chose qui est quand même beaucoup plus dynamique plutôt que Patricia qui part au bout de 25 ans de boîte, il me faut une Patricia B. Ah oui, mais voilà, ça ne fonctionne plus comme ça. Donc ça, vraiment, c'est très important là-dessus. Tout ce qui est compétitivité et innovation, comment est menée la R&D, comment tout est documenté, quels sont les process, quel est le réengineering possible, comment la transmission des savoirs et des compétences se fait. La durabilité du modèle d'affaires, c'est ce dont je parlais, prédation ou vertueux. Et puis, tout ça, ça nous fait de la création de valeur. Et quand on s'y penche, en fait, au démarrage, on est donc sur l'humain, sur tous ces signaux faibles, ça crée de la valeur, du sens pour l'individu, le collectif. Il y a une notion de contribution réciproque entre les gens qui travaillent dans l'entreprise, qui contribuent à la réussite de l'entreprise, mais l'entreprise qui contribue à développer aussi chacun au sein de l'entreprise. Et puis tout ça, ça se retrouve dans ce qu'on appelle le goodwill. C'est-à-dire que finalement, au bout d'un moment, ça crée aussi de la valeur financière quand on le pilote. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Alors, très bien. Oui, vas-y, François. Oui, alors je pense que là, d'un point de vue macro, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que pour déterminer cette valeur un peu ou ces valeurs immatérielles, on a énormément de possibilités. Alors, faut pas que ça fasse peur, je dirais, aux entreprises. Maintenant, on va cibler. Et c'est là qu'on va affiner avec le chef d'entreprise justement les critères objectifs et puis sa stratégie pour essayer de savoir où il veut aller. Et en cela, je pense que c'est le moment un petit peu opportun pour dire, voilà, Adrien, qui est parmi nous, qui a bien voulu justement se joindre à nous pour parler de son expérience, pour parler de son entreprise. On a travaillé ensemble sur un certain nombre de critères. Il ne faut pas non plus que ça soit une usine à gaz, mais assez pragmatique dans la réalisation et dans la facilité. Je me permets de faire cette transition. Adrien, est-ce que tu peux un petit peu parler bien de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à imaginer justement cette stratégie par rapport à un contexte ou dans un contexte de transmission d'entreprise? Et comment tu as pu imaginer cette notion de valeur durable? Je me suis substitué un petit peu à toi, Camille, pour présenter Adrien. Voilà. Ça marche. J'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, oui, d'abord bonjour à tous, parce que je suis arrivé à un poil en retard et je vous prie de m'excuser. Aujourd'hui, on est la 3e génération avec mon frère familial. Notre cœur de métier au départ, c'était d'être usineur-décolleteur. Mon grand-père a fondé l'entreprise dans les années 75. Ensuite, mon père l'a repris et on est la 3e génération. Et en fait, depuis 3 générations, on est passé d'un cadre où techniquement, on nous demandait en effet des pièces en sous-traitance. On travaille essentiellement les laietons, les bronzes, les inox, donc des matières assez nobles. Et au fur et à mesure de l'avancée de notre entreprise, on a acquis un savoir-faire. Et ce savoir-faire a été une volonté ensuite de créer un produit fini. On a été fabricant d'éclairage. On a été ensuite fabricant d'appareillage et maintenant de quincaillerie. On travaille dans l'univers de la maison et essentiellement l'hôtellerie, les villas haut de gamme et la partie yachting. En effet, ce qui a été très intéressant au fur et à mesure de ces années, c'est que cette transmission et ce savoir des employés sont rentrés dans les années 80 chez nous et partent à la retraite.
et sont partis à la retraite pour certains déjà de l'année dernière, et il y en a plein de collaborateurs qui partent en 2024. Avec François Naudin, une question s'est posée en effet de comment réussir à unifier et à uniformiser notre savoir-faire depuis 3 générations et en même temps le transmettre à des jeunes générations qui aujourd'hui ne sont pas du tout en phase avec les mêmes métiers, avec ces notions de durabilité, de transmission, de savoir-faire manuel, et comment réussir à allier tout ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait avec François, qui d'ailleurs a été conseillé par les entreprises du patrimoine vivant et par des entreprises du patrimoine vivant auxquelles il avait déjà collaboré. Et donc, ça a été un vrai apport de pouvoir venir et de pouvoir mettre en avant déjà les savoir-faire que l'on avait, qu'on avait déjà identifié par le label entreprise du patrimoine vivant, mais comment aujourd'hui on allait pouvoir inculquer ces notions-là à des employés qui aujourd'hui ont 19-20 ans, et pour la plupart que nous recrutons sans savoir-faire et avec une volonté de transmettre. Et là, il y a vraiment une volonté complète, parce que aujourd'hui, il faut être clair, quelqu'un qui va par exemple faire du brunissage, du satinage, du polissage, je vais pas réussir à le trouver dans les écoles, et c'est comment réussir à cette notion de savoir-faire et de valeur de l'entreprise, comment je vais réussir à passer d'une génération à l'autre en sachant que les collaborateurs partaient 2 ans après à la retraite, et qu'au fur et à mesure de nos métiers, en fait, on est allé récupérer des savoir-faire anciens. Et ça a été un vrai travail. Un travail d'ailleurs qu'on continue à poursuivre, et qui nous a permis de redéfinir un organigramme et un organigramme de fonctionnement dans comment nos savoir-faire sont mis dans telle ou telle fonction et comment on va pouvoir les transmettre avec d'autres collaborateurs. Et c'est là où il y a eu vraiment un vrai travail de fait. Alors, pour compléter un petit peu, merci Adrien, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? J'aimerais revenir sur un certain nombre de chiffres qui vont être très parlants pour voir, pour imaginer un petit peu ce que peut être l'avenir. Aujourd'hui, voilà, 94% des entreprises ne disposent pas de talents nécessaires pour atteindre leurs objectifs ESG. Ça veut dire qu'il y a un véritable travail à réaliser sur ce point-là en disant, mais qu'est-ce qu'on va engager comme système, comme action pour pouvoir répondre justement à ces nouvelles façons de s'organiser. Donc, ça, c'est un véritable enjeu pour les entreprises. On va s'intéresser bien évidemment au recrutement, les difficultés des entreprises. Aujourd'hui, c'est vrai que le recrutement, j'entends parler du recrutement difficile dans toutes les sociétés dans lesquelles je vais. 64% des talents veulent contribuer à améliorer la société grâce à leur travail. Ça veut dire qu'on est sur d'autres notions d'investissement et d'engagement sociétal et environnemental. Et donc, ça, ce sont des choses à prendre en considération en disant, mais est-ce que l'entreprise met en place un certain nombre d'événements pour pouvoir justement répondre à leurs besoins? Donc là, on va s'intéresser aux besoins des collaborateurs et comment faciliter leur engagement. 78% des salariés préféreraient rejoindre une entreprise engagée pour la transition écologique. Ça veut dire que là aussi, quand on est face à des problèmes de recrutement, mais quand on ne met pas en avant ces notions d'engagement écologique, eh bien, on ne risque pas d'attirer les nouveaux talents. Donc, on va essayer de repérer… Juste écologique, il faut qu'on le reprécise, François. L'écologie, attention, ce n'est pas uniquement du vert et faire… Voilà, c'est pas ça. L'écologie… Ça comprend les critères ESG, c'est-à-dire que c'est écrit en dessous. L'environnement, certes, mais tout ce qui est social et au niveau gouvernance. Et gouvernance, il y a la direction et l'actionnariat quand il y en a. Donc, on est vraiment sur ces liens humains, de l'humain avec son environnement humain-humain ou humain à environnement, territoire, voilà. Complètement. Là, tu as totalement raison, Ariane. Je continue sur… 68% des salariés veulent être formés aux enjeux de la transition écologique dans leur entreprise également. Donc, est-ce qu'on a une véritable politique de formation de mise en œuvre pour répondre aux enjeux de demain? Ça, on va l'analyser également. Et ça va développer, ça va permettre à l'entreprise de développer son attractivité. 45% considèrent que les formations professionnelles n'intègrent pas suffisamment la sensibilisation aux enjeux écologiques. Donc, c'est vraiment prégnant. Ça devient un sujet excessivement important. Et puis après, en effet, on parlait de la difficulté à recruter des jeunes. 70% des jeunes sont prêts à renoncer à une entreprise pas assez engagée. Et donc là, on arrive sur cette notion de marque employeur, sur cette notion d'attractivité que l'on se doit d'analyser en interne de façon microéconomique
pour voir qu'est-ce que l'on peut mettre en place aujourd'hui pour répondre facilement à ces critères et justement recruter des talents qui nous font défaut, parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché où on va avoir une demande beaucoup plus forte que l'offre. Et donc, les entreprises qui ne seront pas intégrées dans cette démarche, eh bien, partiront avec un petit peu de retard pour pouvoir recruter les talents et donc s'engager dans une démarche de développement durable ou de durabilité. Et donc, avec un déficit de pérennité. Parce que les entreprises qui considèrent leur capital immatériel sont plus rentables et plus pérennes que les autres. Donc, on voit bien que ces fameux signaux faibles d'avant, finalement, qui sortaient complètement des radars, aujourd'hui, voilà, ce sont des questions très pragmatiques. Recruter, sécuriser les compétences, transmettre. Alors, on doit s'y atteler. Et ça, on sort des tableaux de bord classiques voilà, de pilotage d'avant. Et alors, François, comment fait-on pour piloter dans le monde d'aujourd'hui cette nouvelle stratégie? Alors, avant même de la piloter, il faut la concevoir, cette stratégie, et la co-construire. Alors, j'insiste sur le mot co-construction parce que ce n'est pas le consultant ou les consultants que nous sommes avec Ariane qui allons mettre en place ou écrire cette stratégie. Elle doit être co-construite avec le dirigeant et avec l'engagement des collaborateurs. Où est-ce qu'on veut aller? Donc, bien évidemment, après, donc, on parlera de pilotage une fois que cette stratégie sera établie, bien évidemment. Alors, pour ce faire, on va aller analyser un petit peu son modèle d'organisation, ses process, sa façon de gérer le quotidien. Et puis, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur pour dire, ben, voilà ce qu'on a mis en place et voilà ce qui nous manque. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps au savoir-faire. Et puis, alors, on y reviendra dans les slides suivantes, mais on a tout un tas d'outils d'analyse qui nous permettront d'analyser la chaîne de valeur, d'analyser les facteurs clés de succès, entre autres, tout un tas de critères qui nous permettront de valoriser par la suite ce qui pourrait être mis en avant. Donc, dans le pilotage, comment on va se différencier de ses concurrents, parce que faut bien admettre que malgré ces discours vertueux d'engagement par rapport à ces notions environnementales, etc., l'entreprise, elle doit générer de la performance. Justement, c'est quand même la finalité, hein, pour nourrir tout le monde, hein, pour payer tout le monde. C'est l'aspect économique de l'entreprise. Maintenant, c'est comment on va la rendre performante avec, aujourd'hui, en répondant aux enjeux actuels. Et là, on a une vraie analyse à réaliser sur les savoir-faire. Qu'est-ce qui a fait la force de l'entreprise au préalable? Donc, on va analyser un petit peu tous les métiers, les process, les procédures, et de voir dans quel contexte on peut les transmettre et les rendre attractifs. Après, on va s'intéresser à la marque employeur, bien évidemment, en matière de recrutement, de fidélisation des employés et des collaborateurs, comment on va les monter en compétences, comment on va générer de l'innovation auprès d'eux, comment on va les impliquer, comment on va les faire s'engager, et imaginer au travers de la GPEC, donc de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de ce que sera le marché de demain pour répondre justement aux besoins et avancer en matière de montée en compétences. Et puis enfin, le troisième item, c'est comment développer l'engagement des collaborateurs aux enjeux de la RSE, comment on met en place une réglementation spécifique pour répondre encore une fois au marché, aux besoins du marché. La plupart du temps, aujourd'hui, maintenant, si on ne répond pas à ces normes exigées, qui sont très pragmatiques, eh bien, on peut se voir refuser d'obtenir un certain nombre de marchés. Donc voilà. Et Ariane, je fais le lien, parlait tout à l'heure de valorisation, d'ancrage territorial et sociétal aujourd'hui, qui sont des valeurs à prendre en considération. Donc là, voilà. Juste une petite aparté, en fait, on voit bien qu'il y a des enjeux en fait de conformité sur la RSE par exemple, mais lorsque l'on traite ces sujets-là par le prisme de l'immatériel, cela devient vraiment des enjeux stratégiques. C'est pas juste pour répondre à la conformité que l'on va faire toutes ces actions, que ce soit sur la marque employeur, sur le transfert des savoir-faire et autres.
C'est qu'on va mettre en place cette dynamique qui est vertueuse, qui donne du sens, qui est sur l'humain, qui est donc création de valeur durable. Et en faisant ça, en plus, on répond à ces enjeux de conformité. Voilà. Mais c'est pas l'inverse. Et c'est là où c'est quand même beaucoup plus intéressant, parce que sinon, c'est un petit peu triste et un petit peu plat pour tout le monde. C'est-à-dire pour l'entreprise, ça fait une contrainte supplémentaire, alors que là, finalement, on fait de cette contrainte réglementaire une opportunité et pas que pour l'entreprise. Tout à fait. Donc, nous avons parlé de l'analyse macro. Nous allons faire maintenant un focus sur une analyse plus micro, avec une dimension RH importante. François, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des pistes pour donner envie aux talents de rejoindre l'entreprise pour qu'elle soit pérenne? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Comment attirer les talents aujourd'hui, si ce n'est que de répondre à leurs attentes? Est-ce qu'on connaît véritablement aujourd'hui la nouvelle génération? Comment elle fonctionne? Quelles sont les attentes en matière d'engagement dans l'entreprise? C'est quoi leur objectif de vie? C'est quoi leur notion d'épanouissement professionnel? Aujourd'hui, pourquoi elles se lèveraient le matin pour venir travailler et dans quelles conditions elles vont s'épanouir? Donc, c'est bien en rappelant un petit peu et en mettant en perspective toutes les notions d'engagement environnementaux et sociétal que l'on peut mettre en œuvre. Après, bien évidemment, il va falloir que l'on s'appuie sur une véritable analyse sur le mode de fonctionnement de l'entreprise. Et de là, on en vient à parler d'outils ou de processus qui nous permettent justement d'analyser de manière assez fine la situation de l'entreprise en matière d'attractivité. Et donc, on va s'intéresser aux collaborateurs. Et donc, on va regarder un petit peu et on va analyser quelles sont aujourd'hui les actions mises en place pour pouvoir attirer les nouveaux talents, comment on définit une stratégie RH. Et donc, par le biais notamment d'une analyse qu'on appelle aujourd'hui PCRH, qui est une prestation de conseil en ressources humaines, qui va analyser la structure organisationnelle RH. Et ça, on peut le mettre en place et on le co-construit avec l'entreprise. Et en même temps, il faut savoir une chose, c'est que c'est tellement important aujourd'hui que nos organismes paritaires, financeurs des formations ou comme les OPCO, eh bien, contribuent en même temps que la DRETS, donc de la direction du travail, contribuent à ce financement de ces études et de ces analyses pour permettre à l'entreprise de s'engager et d'avancer vers une ère un petit peu qui va être nouvelle. Voilà, de façon très, très pragmatique. On va analyser tous les processus RH et qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qu'on a intérêt de mettre en place demain pour attirer les talents. Voilà. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait avec Adrien, justement, où se posait cette question de transmission, de pyramide des âges systématiquement un petit peu vieillissantes qui détiennent le savoir-faire. Demain, juste pour un exemple, j'entends beaucoup de chefs d'entreprise parler de leur passion, évidemment, parce qu'on est sur des savoir-faire bien spécifiques qui se sont transmis de génération en génération. C'est pas parce que le chef d'entreprise est passionné par ce qu'il fait que celui qui doit intégrer l'entreprise doit l'être tout autant. Donc, il va falloir utiliser d'autres leviers. Combien de chefs d'entreprise j'entends dire « je comprends pas, on est sur un métier passionnant, pourquoi les jeunes ne s'investissent pas plus ?» Parce qu'ils ont d'autres modes de fonctionnement et d'autres attentes vis-à-vis de leur épanouissement dans l'entreprise. Et il faut aller les chercher. Et il faut répondre à ces critères si on veut les garder et répondre justement à cette notion de durabilité et de pérennité. Donc, on a des outils aujourd'hui d'analyse RH pour avancer dans ce sens. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, entre autres, avec Adrien, pour justement estimer et avancer sur cette notion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Demain, où est-ce que je veux aller? Je construis ma stratégie et je vais avoir besoin de quel type de talent pour pouvoir justement la rendre pérenne. Très bien. Donc, on va peut-être rentrer plus dans le cœur du pilotage lui-même. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des trois grands piliers de ce pilotage, François? Comme vous l'avez à l'écran,
trois grands axes. La première qui va être l'analyse de l'organisation. Alors, c'est un peu redondant, c'est les prémices de la stratégie, etc. Mais cette notion est importante parce que souvent, le chef d'entreprise ou les principaux dirigeants ont la tête dans le guidon sur leur marché, focalisés sur leur marché, et à un moment ne prennent pas forcément la hauteur suffisante pour élaborer une stratégie digne de ce nom. Donc, l'intérêt de l'analyse de l'organisation, qu'elle soit, comme le disait Ariane, basée sur des éléments beaucoup plus tangibles, ou qu'il soit basé sur des éléments intangibles, sur justement qu'est-ce qui va donner et qu'est-ce qui va permettre la création de valeur, eh bien ça, on va l'analyser. Et puis, ça va nous permettre d'accompagner et de dire aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, de dire attention, voilà comment on agit, voilà ce que l'on fait, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à améliorer nos processus demain? Donc, à prendre de la hauteur en disant, mais oui, on est parti, la tête dans le guidon, mais on n'a pas relevé la tête pour dire, mais on n'a pas pris tous les critères en considération, on n'a pas analysé notre environnement, on n'a pas forcément analysé correctement notre marché, on n'a pas bâti et construit de stratégies ensemble pour fixer des objectifs qui vont être le point d'ordre de l'investissement et de l'engagement des collaborateurs. Voilà, tout simplement. Je reprendrai cette notion, hein. Il n'y a de bon vent que pour le marin qui sait où il va. C'est une citation de Sénèque. Encore une fois, cette notion d'objectif et le pilotage du projet va être centré justement sur la définition des objectifs pour pouvoir permettre à l'entreprise de les atteindre et de se donner un plan d'action digne de ce nom. Après, bien évidemment, sans rentrer trop dans les détails, la deuxième phase, on va élaborer des processus, des modes de fonctionnement en disant voilà comment on doit procéder, voilà à quelles obligations on doit répondre pour être dans des critères fiables. Et puis après, bien, on va continuer à écrire avec le dirigeant d'entreprise sa stratégie et on va la déployer auprès des collaborateurs parce qu'il va falloir les impliquer. On va mener cela à la manière de la conduite d'un projet, bien évidemment, en impliquant et en faisant s'engager tous les collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que avant, je vois même les travails qui peuvent se faire sur les valeurs de l'entreprise. Moi, j'ai encore croisé récemment des entreprises qui ont créé ça uniquement avec leur CODIR et qui m'ont dit maintenant, on va le redescendre aux collaborateurs. Mais non, en fait, c'est vraiment des éléments qui, aujourd'hui, pour que ça fasse sens, pour qu'on soit dans de la création vertueuse, de durabilité et d'immatériel, qui doit se co-construire avec l'ensemble des collaborateurs. On ne peut pas juste définir comme ça, dans une tour d'ivoire, nos valeurs et puis dire, bah voilà, elles sont comme ça maintenant, il faut vous y inscrire, vous tous. Il faut que ce soit beaucoup plus fin que ça et beaucoup plus inclusif. Il y a une notion qui est chère aux dirigeants d'EPV, qui est la notion de marque employeur. François, on peut mesurer l'attractivité, on peut s'assurer que notre marque employeur est attractive, développée, impactante, de manière à recruter des jeunes talents ou des talents en reconversion. Mais c'est un pilier, un élément central de la stratégie RH. Oui. La première question... Alors, j'ai la chance d'animer des formations auprès d'un public de master qui évolue dans une certaine forme de stratégie. Et la première question que je leur pose, quand on parle de marque employeur, donc d'attractivité, je dis, vous les premiers, connaissez-vous des entreprises dans lesquelles vous avez envie d'aller travailler? Et puis, listez-moi les entreprises dans lesquelles vous n'avez pas envie. Ça, c'est la première des choses. Après, on va un petit peu plus loin en disant, mais pourquoi vous n'avez pas envie d'aller travailler dans telle ou telle entreprise? Et c'est là qu'on peut mettre en perspective un certain nombre de critères. Alors, outre les critères géographiques, des fois qui ne sont pas évidents, parce que, et notamment, ça a été une réelle discussion avec Adrien par rapport à sa localisation à côté de Nice, où on n'a pas, je dirais, un vivier de talents pouvant répondre tout de suite et naturellement aux besoins de la maison Horstil. Maintenant, on s'aperçoit que une des grandes particularités et la difficulté des entreprises à recruter, et on rejoint la marque employeur, c'est de se dire son système de management. Comment sont considérés les collaborateurs aujourd'hui dans l'entreprise?
Et la plupart me répondent en disant, bah non, alors ce n'est pas forcément une question financière, ça va être une question de management, en disant, ben oui, on n'a pas envie d'aller travailler là parce que d'un point de vue management, on ne nous considère pas, on n'a pas forcément cette reconnaissance, on ne nous aide pas à nous développer, à améliorer nos compétences, on n'a pas de plan de formation ni de plan d'accompagnement établi, on ne sait pas où on va, on a l'impression de n'être que des pions au service d'une entreprise qui a besoin de faire de la rentabilité. Voilà. Il n'y a pas cette notion attractive pour la personne qui intégrerait. Et surtout dans les modes de management. Donc, on va essayer de l'identifier et de l'analyser. Disons, mais voilà, peut-être que c'est une question que de relation. Encore une fois. Et puis après, on va s'intéresser à la manière dont on communique et dont on rend attractif le travail que l'on réalise. Et le sens, Ariane parlait tout à l'heure de sens, il est hyper important. Quel sens je vais donner à ma mission pour l'intégrer dans mon vrai projet de vie professionnel. Et là, on voit qu'on est capable de changer les intitulés, les fiches de recrutement, les fiches de poste, les fiches de recrutement pour intégrer toutes ces notions-là. Des exemples faciles à mettre en œuvre, des entreprises, et j'en ai connu, qui ne recevaient aucun CV par rapport à des candidatures offertes. Du jour au lendemain, quand on a changé cette notion d'attractivité, quand on s'est intéressé au profil des candidats potentiels, comment on a communiqué autour de nos valeurs d'entreprise, eh bien, je peux vous dire qu'en l'espace de 3 mois, on a commencé à recevoir des candidatures spontanées en disant « mais j'ai envie de venir travailler dans telle structure parce que je m'aperçois qu'elle offre des éléments qui vont dans le sens de mon épanouissement professionnel ». C'est une véritable analyse de tous les process de recrutement pour faire s'engager les salariés auprès de l'entreprise. Donc voilà un exemple de mise en place de GPEC et de mise en place de la marque employeur. Pour moi, c'est ça, elle sert à ça. La marque employeur sert à mesurer l'attractivité de l'entreprise par sa communication, par la valorisation des personnes et des richesses qu'ils ont dans l'entreprise, par cette faculté à donner un certain nombre d'objectifs, cette faculté à donner du sens dans le travail que l'on réalise, cette faculté à accompagner les personnes pour qu'elles continuent à progresser, à apprendre et à monter en compétences. Voilà, et puis créer du lien, c'est-à-dire avoir un véritable impact. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'engagement au niveau des valeurs que l'on a développées tout à l'heure, notamment au niveau du développement durable. Très bien. Donc, en fait, on a une entreprise qui peut être accompagnée, qui va vraiment pouvoir changer finalement son mode de pensée et son mode d'action de manière à aborder les challenges sous un jour nouveau. Il y a des éléments qui sont centraux, qui sont celles de la transmission et de la pérennisation des savoir-faire, qui sont des sujets éminemment importants pour les entreprises du patrimoine vivant et les métiers d'art. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des transferts de compétences, de la FEST, de ces dispositifs qui permettent d'assurer ces objectifs? Alors, bien sûr, la notion, quand on parle de transmission des savoirs ou des savoir-faire, la notion la plus importante à mon sens, c'est la notion pédagogique. Comment transmettre dans de bonnes conditions pour que le travail qui était réalisé jusqu'alors soit de nouveau réalisé dans les règles de l'art par la suite par un nouveau collaborateur. Et donc là, on parle de la FEST. Alors la FEST, qu'est-ce que c'est? C'est les actions de formation en situation de travail. Pourquoi? Parce que les méthodes pédagogiques depuis ces dernières années ont évolué, ont changé. C'est-à-dire qu'on accorde de moins en moins de temps justement à cet aspect formatif. Pourquoi? Parce qu'on a des obligations, alors c'est normal, hein, mais on a des obligations de résultats. On doit fournir beaucoup plus que de passer du temps à se former. Donc, on doit être innovant dans notre pédagogie. Et dans les personnes qui vont transmettre le savoir, eh bien, elles doivent le transmettre selon des notions excessivement importantes
pédagogique, c'est-à-dire humaine, basée sur la relation et sur ses aptitudes à communiquer de manière efficace. Donc, il y a un accompagnement qui est fait par ceux qui détiennent le savoir et comment ils vont le transmettre. Voilà ce à quoi sert la FEST, justement. Et ça, ce sont des actions faciles à mettre en œuvre et qui sont aidées en plus, hein, puisque la FEST est financée, encore une fois. On identifie ceux qui détiennent le savoir, on identifie ceux qui souhaitent le transmettre et on les accompagne pour le transmettre dans les meilleures conditions possibles. Parce que la plupart du temps, c'est une question de relation. Alors, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, personne de l'INMA, mais la relation tuteur-tutoré est excessivement importante en matière, enfin, voilà, pour transmettre dans de bonnes conditions. C'est une modalité pédagogique en fait, il y en a deux. Il y a la FEST, où on va être plutôt sur des emplois, on va regarder l'activité de travail, et donc les activités à transférer. Et il y a le transfert de compétences, où là, on va être un peu plus micro encore, sur des compétences, voilà, reconnaître une panne machine à l'odeur. On peut le faire en AFES, mais dans la FEST, on peut être plus macro, on va être sur une activité. Alors que là, il y a des transferts de compétences qui peuvent être ultra spécifiques, et là, c'est des modalités pédagogiques assez similaires et qui, de toute manière, effectivement, font la part belle à la relation humaine et à la compréhension du travail réel. Parce que ça, vous le retrouverez nulle part dans une fiche de poste, en l'occurrence. Voilà. Complètement. Et je Très bien. Si je peux, avant qu'on passe dans les questions, sur la pratique managériale, justement, pour la reconnexion à l'essentiel pour faire sens, on parlait beaucoup des valeurs tout à l'heure. Je voulais faire un focus sur l'importance de ce qu'on nomme aujourd'hui les soft skills, qui sont les compétences douces. Donc, on a vu qu'il y a tout le transfert des compétences dures, savoir-faire et autres. Et les soft skills, je pense qu'Adrien pourra en témoigner, quand on recrute des gens finalement qui n'ont pas les compétences techniques, parce qu'il va falloir les former en interne, puisque c'est des compétences qui ne s'apprennent pas, ni à l'école, ni ailleurs. On va, pour pouvoir avoir ce lien humain, cette compréhension mutuelle, cette contribution réciproque, on va recruter aussi les gens sur leurs compétences douces. Les soft skills, c'est les savoir-être, les comportements observables et mesurables dans l'entreprise. C'est pour ça qu'ils sont en lien avec les valeurs. Parce que sinon, on aurait tous des belles valeurs, bienveillance, exemplarité, on aurait tous les mêmes. Qu'est-ce qu'on met derrière? Quel type de comportement on veut avoir dans l'entreprise? Et là aussi, quand on axe son recrutement, quand on travaille sur la marque employeur, François, je sais que tu le fais, ce sont des éléments qui vont être construits et qui peuvent justement permettre à un candidat, lorsqu'il va lire une annonce, de dire, mais tiens, ça fait écho à ce que je suis, à ce à quoi je veux contribuer. Et même si j'ai pas les compétences techniques, ça fit avec moi. Et donc, je vais pouvoir candidater à cette entreprise. C'est des notions qui sont très, très importantes. C'est de ne pas s'arrêter juste aux valeurs d'entreprise, mais de les décliner en attendus comportementaux, observables et mesurables dans l'entreprise. Voilà. Et c'est le lien avec la RSE derrière. Très bien. Non, mais c'est très bien. C'était un très bon ajout, Ariane. Merci. Nous avons quelques questions, je vais en prendre une ou deux, il ne nous reste pas beaucoup de temps. La première, c'est une question d'Anaïs qui pose la question suivante. Dans le cadre d'une transmission, une fois que les richesses immatérielles ont été identifiées, comment peut-on les valoriser en valeur monétaire? Est-ce que vous avez des pistes de réponse? Ouais. Si tu permets, François, je vais répondre à ça. Bien sûr, c'est pour toi. Les actifs immatériels, comme vous l'avez compris, les deux qui sont valorisés dans les bilans aujourd'hui depuis un certain nombre avec les normes IFRS, ce sont les marques et les brevets. Pourquoi? Ce sont les immatériels les plus tangibles, finalement. Ce sont les immatériels les plus matérialisés. Voilà. En revanche, bien évidemment, si on devait valoriser, alors, ça se fait, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de règle. Si on devait valoriser, par exemple, un excellent management, une gouvernance de dingue, et puis, on va dire, je sais pas, une culture d'entreprise magnifique, parce que tout fonctionne, c'est très bien. Mais c'est beaucoup plus volatile qu'un brevet, vous voyez? Parce que il suffit de changer peut-être de dirigeant à un moment donné, alors dans le cadre d'une session, typiquement, on voit qu'on a tout ce beau capital immatériel en termes d'humain, de relations humaines. Mais si on a un repreneur qui ne fit pas avec justement la culture d'entreprise et toute cette valeur-là et qui veut faire carrément autre chose,
là, ça va être compliqué de la valoriser parce qu'elle va être détruite derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose, ça se détruit très, très vite aussi. Donc, il y a des éléments qui peuvent être valorisés. Les experts comptables, moi, je sais que sur la base des évaluations que je fais, des experts de la finance arrivent à faire des valos financières de cet immatériel. Il y a plein de modes de calcul différents. Ça se fait lors de transmission, puisque de toute manière, les marques et les brevets ne peuvent être valorisés financièrement que dans le cadre de transmission. C'est lorsqu'ils sont cédés qu'ils changent de main. Dans d'autres cas, ça ne se fait pas. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, dans le cadre de transmission, si on a un partenaire financier qui est un petit peu capé et qui a cette compréhension-là de ces enjeux-là, il commence à s'y mettre, tous ces experts financiers, il va pouvoir valoriser, alors avec des chiffres, oui, bon, après, il faut faire attention de ne pas être dans le spéculatif non plus, parce que comme je vous le disais, il y a des notions de valeur immatérielle qui, si derrière sont détruites, bah, ça valait la valeur à l'instant T, mais derrière, on n'en aura pas pris soin. Et voilà. Mais donc ça peut se faire, mais encore une fois, il faut être très prudent. Et n'oubliez pas que c'est surtout quelque chose qui se pilote pour continuer à créer de la valeur. C'est pas figé dans le temps et ça ne sera pas une ligne comptable qui ne bougera pas. Très bien. Parfait. Merci Ariane. Une dernière question sur un sujet important qui revient fréquemment sur la visite d'entreprise. Est-ce que la visite d'entreprise à distance ou en personne peut être un outil intéressant pour développer sa marque employeur? Peut-être que François, tu peux répondre et puis ensuite on conclura sur les plans d'action durable. Un outil pour développer sa marque employeur? Est-ce que la visite d'entreprise peut être un outil intéressant pour développer sa marque employeur? Alors, oui, bien évidemment. Forcément que c'est un outil important et intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de montrer un petit peu en détail ce qu'elle peut faire et comment elle le fait. Et donc, rendre attractifs ses métiers. Tant qu'on n'a pas de visibilité, c'est très difficile de s'intéresser à une entreprise. Et alors là, pour répondre à cette question de manière encore plus pragmatique, je crois que c'est quelque chose que Adrien souhaite développer justement pour ces raisons-là. On l'a envisagé, hein, et Adrien l'envisage pour son entreprise. Évidemment que la visite d'entreprise permet de susciter un certain nombre de vocations. Alors, elle doit être organisée, bien évidemment. Pas évident, c'est du temps également à consacrer. Maintenant, toutes les entreprises arrivant à une certaine phase de maturité en matière de savoir-faire, eh bien, partent sur ce créneau et ouvrent justement leur entreprise pour bien montrer et dévoiler un petit peu leur savoir-faire et intéresser les personnes. Aujourd'hui, les futurs collaborateurs sont très, très, très attentifs à cette notion-là et peut-être de découvrir, avant même de mettre les pieds dans une entreprise, de découvrir les modes de fonctionnement d'une entreprise. Et vous savez, quand on visite une entreprise, eh bien, on en perçoit tout de suite, je dirais, l'énergie qui s'en dégage, le mode de management, la valorisation des personnes et des hommes. Une visite d'entreprise permet de construire un mode de fonctionnement et un schéma qui permet de mettre en avant les véritables compétences et les véritables atouts que possèdent les collaborateurs. Donc, c'est aussi une forme de reconnaissance. Donc, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que là, on vient respecter véritablement le travail qui est fait par les collaborateurs et en même temps, on n'hésite pas à montrer aux visiteurs qu'on a un véritable savoir-faire et qu'on s'engage justement dans cette notion d'épanouissement. Ça, c'est excessivement important. Je ne sais pas, Adrien, si tu peux venir compléter cette notion-là de visite d'entreprise. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, pour reprendre rapidement tout ce qui a été dit, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, un collaborateur qui rentre dans une entreprise comme la nôtre ou dans une entreprise qui aujourd'hui doit transmettre, il y a d'autres valeurs en effet que le salaire, que l'accueil. Donc, il y a plein de notions où il y a une adaptation à faire. Maintenant, l'ouverture de l'entreprise à des tiers et à des visiteurs et à des personnes qui on peut venir voir ce qui se passe chez nous, c'est d'être sensible
à ce qui va se passer à l'intérieur. Donc, ça peut créer des vocations, en effet, dans des jeunes publics, sur l'industrie, ça c'est clair, il y a des travaux qui sont en train d'être faits là-dessus, et puis aussi d'aller capter des gens qui sont dans un périmètre autour de l'entreprise. Et c'est là où l'entreprise aujourd'hui, surtout dans des valeurs où aujourd'hui on a des problématiques de coûts de transport, dans des coûts d'essence, dans toutes ces choses-là, on pourra réussir à les capter dans des bassins comme le nôtre, hein, qui sont plutôt des bassins touristiques, des gens qui vont aimer quitter par exemple un métier qui était jusqu'à présent dans la restauration ou qui n'ont pas de formation pour venir nous rejoindre. Et c'est là où en effet les soft skills sont très importants parce que quelqu'un qui rentre dans notre entreprise, en tout cas c'est des valeurs que nous portons, doit avoir vraiment ces valeurs d'ouverture d'esprit, de participation, d'accueil, d'écoute, afin de pouvoir être formé sur des métiers techniques parce qu'on n'arrivera pas à les trouver dans des écoles, en tout cas pas pour maintenant. Et on sait qu'on est parti avec toutes les notions d'ailleurs que sont en train d'engager et les entreprises du patrimoine vivant et l'État et les écoles pour 5 à 10 ans de formation pour retrouver des collaborateurs qui soient formés. Donc c'est vrai que c'est une notion très importante et c'est là où on travaille de plus en plus avec des gens et des gens qui sont comme entreprise découverte ou comme Savoir d'ici avec un J'entends ou avec d'autres personnes pour accueillir dans le futur bâtiment qu'on est en train de construire vraiment de plus en plus de personnes pour leur montrer ce qu'on sait faire. Et on a même prévu de créer un magasin-usine, des choses comme ça qui permettront à des gens de pouvoir se projeter et de pouvoir se dire tiens, c'est quelque chose au-delà du produit qui me plaît. Très bien. Merci pour ce témoignage, Adrien. Je vous propose de conclure. Il est l'heure. Nous avons à disposition donc 4 grands outils, hein, la formation, le conseil, le coaching, le pilotage, pour initier une dynamique vertueuse. Un mot de conclusion sur ce champ, François, Ariane? Oui, alors là, ce dernier slide, eh bien, on a tout ce qu'on doit mettre en œuvre pour justement répondre aux enjeux premiers de cette notion et de définition de valeur durable au travers de la formation, comme tu l'as dit, le conseil, le coaching, et puis comment le piloter. C'est quelque chose qui doit se co-construire avec l'entreprise, avec son dirigeant ou avec ses dirigeants, avec les collaborateurs, en les intégrant aussi dans la démarche d'amélioration continue pour essayer bien d'atteindre les objectifs et les enjeux stratégiques définis par l'entreprise. Donc voilà, c'est un ensemble d'éléments, c'est un travail collectif qui doit permettre de répondre aux enjeux dont nous avons parlé tout à l'heure pour pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise. Moi, je conclurai en disant qu'effectivement, en fait, il faut savoir que la performance immatérielle, elle est prédictive de la performance matérielle. Vous voyez, donc de toute façon, il y a une forme de ruissellement, et pour le coup, cette fois-ci, ça marche, le ruissellement. Lorsque l'on va considérer, analyser, mesurer, piloter ces immatériels, après avec différents axes, marque employeur, compétitivité, innovation et autres, on va vraiment créer ce qu'on appelle une valeur durable ou une valeur augmentée, et pas uniquement de la valeur financière. Et c'est ça aujourd'hui tout l'enjeu. C'est pour ça que ça reboucle avec les enjeux RSE, les critères ESG, avec la CSRD qui est encore quelque chose d'autre qui arrive maintenant en termes de réglementation. Et c'est de considérer finalement tous ces éléments-là, mais avec un prisme stratégique, vertueux, qui va créer de l'envie, de l'engagement, du sens, voilà, de la notion de contribution réciproque et pas uniquement des contraintes. Voilà, un problème de recrutement, c'est pas juste travailler sur il y a personne qui veut travailler, je recrute plus personne. Non, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de, faut pas travailler que sur les conséquences, faut remonter aux causes et avoir cette lecture immatérielle le permet. Et c'est ça qui est fondamental aujourd'hui pour tirer son épingle du jeu. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Nous avons vu, à la lumière de cette présentation, vos expertises conjointes. Pour plus d'informations, si vous souhaitez rentrer en contact avec Ariane et François, je vous ai mis leurs emails dans le chat. Donc, n'hésitez pas à les solliciter si vous avez un besoin, voilà, une réflexion en cours sur ces sujets. Je tiens à remercier Adrien particulièrement pour son témoignage d'entrepreneur sur ces sujets qui sont si centraux pour les EPV et pour les métiers d'art en règle générale. Voilà, nous clôturons ce 20e webinaire Parlons Savoir et Faire. Le prochain aura lieu en 2024,
le premier trimestre 2024 sur un sujet plutôt pour les TPE et les indépendants, donc plus proche des métiers d'art spécifiquement. Nous ne manquerons pas de vous alerter sur celui-ci et de vous donner son sujet très bientôt sur les réseaux. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.